En janvier de l'an 2000, le web avait une géographie très simple, au fond. Ouais, c'était vraiment une autre époque. Exactement. Et pour accéder à Internet, il y avait une porte d'entrée incontournable. Une seule. Et c'était la page d'accueil par défaut de pratiquement tous les ordinateurs de la planète. Ah, la fameuse page Yahoo! Voilà, l'empire absolu. À son apogée, cette entreprise pesait 125 milliards de dollars en bourse. C'était colossal. C'était le roi du monde numérique. Et pourtant, si l'on fait une petite avance rapide jusqu'en juillet 2016, cette même entreprise est vendue au rabais à l'opérateur Verizon. Pour une bouchée de pain, en fait. Ouais, 4,8 milliards de dollars. C'est 26 fois moins que sa valeur au sommet. Et l'histoire se termine par une liquidation totale en 2023. La disparition pure et simple d'un titan. C'est une chute libre d'une ampleur vertigineuse quand on y pense. On ne parle pas ici d'une lente érosion des parts de marché ou d'une transition difficile. Non, c'est sûr. C'est une évaporation totale à l'échelle industrielle. Un effondrement quasi systématique. Et c'est justement ce qu'on va regarder aujourd'hui avec cette enquête de Block News publiée en 2026. On a croisé ça avec des archives de marché et des témoignages d'investisseurs de l'époque. Un vrai travail d'archéologie numérique. C'est ça. Le but, c'est de comprendre comment Yahoo est passé de cette suprématie absolue au néant en seulement 17 ans. Bon, décortiquons tout ça. D'accord. L'objectif de notre décryptage, c'est pas juste de lire un tableau Excel rempli de mauvaises décisions. Ce qui est captivant, c'est la psychologie derrière tout ça. Tout à fait. Et la thèse centrale qui émerge de toutes ces données est frappante. La chute de Yahoo n'a pas été provoquée par une soudaine incompétence technique. Ni un manque d'argent, d'ailleurs. Exactement. Le véritable tueur, en fait, c'est la peur. La peur. Ouais, une peur paralysante qui était profondément ancrée dans la culture de l'entreprise. Et ça s'est combiné à un timing tragiquement mauvais à chaque carrefour critique. Genre, ils prenaient toujours la mauvaise décision au pire moment. C'est ça. Ils ont systématiquement refusé d'agir quand le marché exigeait de l'audace. Et ils ont fini par prendre des risques désespérés quand plus personne ne regardait. Pour bien saisir le premier acte de cette tragédie, il faut se replonger dans l'ambiance de l'époque. Nous sommes en juin 1998. Ah, les modems 56 quarts? Le web qui fait du bruit quand on se connecte. Et là, on a deux étudiants de Stanford, Larry Page et Sergey Brin, qui cherchent à se débarrasser d'un projet universitaire. Ils voulaient juste retourner à leurs études. C'est fou, hein? Ils ont créé une petite technologie de moteur de recherche qu'ils appellent Google. Ils n'ont même pas l'ambition d'en faire une multinationale. Ils frappent à la porte de Yahoo et demandent 1 million de dollars. 1 million, ce qui est une broutille absolue pour Yahoo à l'époque. Et la réponse de Yahoo, c'est un non très ferme. Et la justification de ce refus, c'est vraiment un cas d'école d'aveuglement stratégique. Ce n'était absolument pas une question de budget. Bah oui, ils avaient des milliards. Le rejet s'est fondé sur une différence philosophique. La direction a examiné Google et l'a jugé trop simple, en fait. Trop simple. C'est-à-dire... Le modèle économique qui régnait à l'époque, c'était celui du portail. L'objectif ultime, le Yahoo, c'était de retenir l'attention de l'internaute le plus longtemps possible sur une seule page. Ah oui, je me souviens. Il y avait la météo, les actus, le chat. Exactement. Il fallait bombarder l'utilisateur de bannières publicitaires. La recherche d'informations n'était vue que comme un service annexe, quoi. En fait, on peut dire que Yahoo construisait un immense centre commercial labyrinthique. Le but, c'était que les gens y entrent et s'y perdent, au milieu des néons, C'est une super analogie. pour qu'ils finissent par consommer des pubs qu'ils ne voulaient pas voir au départ. Et Google, c'était la philosophie inverse. C'était la promesse d'une autoroute ultra rapide. C'est ça. L'algorithme de Google, le PageRank, voulait faire sortir les gens du moteur le plus vite possible pour qu'ils atteignent leur but. Et ça, c'était inacceptable pour Yahoo. Totalement inacceptable. Ce modèle de centre commercial a rendu Yahoo aveugle. Pourquoi ils auraient payé 1 million pour intégrer une technologie dont le but était d'expédier les utilisateurs hors de leur propre écosystème? Ça aurait ruiné leurs statistiques de temps passé sur le site. Exactement. De leur point de vue, c'était un acte de sabotage interne. Sauf que le marché a une façon très brutale de corriger les mauvaises visions. 4 ans plus tard, en 2002, c'est la panique chez Yahoo. Ils se rendent compte de leur erreur. Ouais, ils voient que cette petite autoroute externe est en train de siphonner tout leur trafic. Donc c'est la seconde chance. Ils ravalent leur fierté et proposent 3 milliards de dollars pour racheter Google. Qui avait bien grandi entre-temps. Mais là, Larry Page et Sergey Brin connaissent leur valeur. Ils fixent un ultimatum. Ce sera 5 milliards ou rien. Et là, Yahoo refuse. Ouais, le conseil d'administration refuse de s'aligner et claque la porte.
Le PDG de l'époque savait très probablement qu'une erreur monumentale avait été commise en 98. Mais signer un chèque de 5 milliards, ça semblait être un aveu de faiblesse devant Wall Street. Un problème d'ego, donc? Un biais d'orgueil, oui. Payer 5 milliards pour une interface vide alors que leur portail générait encore des revenus massifs, ça leur semblait fou. C'est le piège des coûts irrécupérables. Je vais me faire l'avocat du diable un instant, parce que, objectivement, si on se met à la place du conseil d'administration en 2002, Vas-y. on sort tout juste de l'éclatement de la bulle Internet. Refuser de lâcher des milliards pour une page blanche sans modèle de rentabilité clair, n'était-ce pas la décision la plus rationnelle? C'est une excellente question. On leur demandait quand même de parier la trésorerie sur une simple hypothèse de changement de comportement. Sur le papier, en utilisant des métriques traditionnelles, oui, investir 5 milliards dans Google, à ce moment-là, ça ressemble à une anomalie financière. Bah oui, la rationalité comptable, quoi. Mais c'est là que se situe la frontière entre un bon comptable et un bâtisseur d'empire tech. La rationalité stricte devient un handicap mortel face à un changement de paradigme. Donc ils ont raté la mutation du web. C'est ça la vraie erreur. C'est pas juste le refus financier, c'est l'incapacité profonde à comprendre que l'utilisateur ne voulait plus d'un portail mais d'un outil précis. Et ce traumatisme va déclencher une sacrée réaction en chaîne. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ça va les pousser à tenter un pari tout aussi dingue avec un autre monstre naissant. Ah, l'épisode de 2006. Nous sommes en juillet 2006. Yahoo sait que la guerre de la recherche est perdue face à Google. Donc ils tentent de pivoter vers les réseaux sociaux. Et ils jettent leur dévolu sur Facebook. Exactement. Ils posent 1 milliard de dollars sur la table. Pour remettre les choses en perspective, Facebook à l'époque c'est 30 millions de revenus annuels et 0 rentabilité. 1 milliard, c'était astronomique pour l'époque. Un chiffre qui bouscule toutes les lois de la valorisation. Et les coulisses de cette offre sont documentées notamment par Peter Thiel, qui était le premier investisseur externe de Facebook. Ouais, il raconte ça dans ses mémoires, je crois. Oui, il décrit cette réunion du conseil d'administration avec le capital risqueur Jim Breyer et Mark Zuckerberg. Zuckerberg avait tout juste 22 ans. 22 ans face à une montagne de cash. Thiel et Breyer voulaient absolument accepter. C'était la sortie parfaite pour eux. Sauf que le gamin de 22 ans n'était pas de cet avis. Et non, Zuckerberg ouvre la réunion en disant froidement que ça va durer 10 minutes et qu'évidemment, ils ne vendent pas. 1 milliard balayé d'un revers de main, c'est quand même un truc de fou. C'est souvent cité comme une grande leçon de leadership. Comment un gamin trouve l'assurance de s'opposer à des financiers aguerris? Ouais, comment il a osé? Parce qu'il a fait une analyse clinique de l'acheteur, il avait compris que même avec 1 milliard, Yahoo serait incapable de gérer Facebook correctement. Ah, il jugeait la culture interne de Yahoo en fait. Exactement, une culture bureaucratique, lente, engluée dans son vieux portail. Zuckerberg savait que ça allait étouffer l'innovation de son réseau. Il ne jugeait pas le chèque, il jugeait la capacité d'exécution. Et si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, on voit bien que l'argent n'est qu'un accélérateur. C'est exactement ça. La vraie valeur, c'est la conviction viscérale d'avoir une vision que personne d'autre ne peut réaliser. Mais ce refus va laisser Yahoo sur le carreau. Et le karma va frapper fort. Oh que oui. 2 ans plus tard, par une ironie cruelle, c'est Yahoo qui va échouer à se faire racheter. On arrive en 2008 là. Des années 2008, oui. Le marché publicitaire est dominé par Google. Chez Microsoft, à Seattle, c'est la panique. Ils veulent contrer Google à tout prix. Ils ont besoin d'une arme lourde. Et ils sortent l'artillerie. Ils proposent 44,6 milliards de dollars pour absorber Yahoo. C'est une prime hallucinante de 62% par rapport au cours de la bourse. C'est l'aubaine du siècle sur les marchés financiers. Un chevalier blanc avec des valises de billets pour sauver un navire qui coule. Et pourtant, le conseil de Yahoo, poussé par les fondateurs, Jerry Yang et David Filo, refuse catégoriquement. Il disait que ça sous-évaluait l'entreprise. Officiellement, oui. Mais en coulisses, c'était de l'ego. Ils voyaient ça comme une capitulation face à l'empire de Bill Gates. Mais là, il y a une contradiction que je veux soulever. Je t'écoute. La culture tech célèbre toujours les fondateurs qui protègent leur vision. On vient de dire que Zuckerberg était un génie d'avoir refusé le milliard. Oui, c'est vrai. Alors, pourquoi quand les fondateurs de Yahoo refusent l'offre de Microsoft pour protéger leur bébé, on qualifie ça d'égo destructeur? C'est pas un peu un double standard? Ça pourrait y ressembler. Mais la réponse est très froide. C'est une question de données et de momentum technologique. C'est-à-dire? L'inertie. Voilà. Quand Facebook refuse 1 milliard, c'est une fusée en plein décollage. Croissance exponentielle, utilisateurs engagés. C'est le produit parfait pour son époque. Alors que Yahoo, en 2008... Yahoo n'est plus une fusée, c'est un navire qui prend l'eau. Les technologies sont obsolètes, l'attention migre ailleurs, les revenus stagnent. En gros, refuser de vendre quand on a le billet gagnant, c'est de la vision, mais s'accrocher à un paquebot qui coule juste parce qu'on l'a construit, c'est de l'ego.
C'est un excellent résumé. Et pour comprendre pourquoi ce paquebot coulait de l'intérieur, il faut regarder la salle des machines. La fameuse guerre des algorithmes. Le vrai problème que la direction a ignoré pendant 10 ans, c'est l'obsolescence structurelle. Tu sais comment Yahoo classait l'information à l'époque ? Je crois que c'était des annuaires, non? Des répertoires manuels, des équipes entières d'employés dans des bureaux qui naviguaient, lisaient et classaient les sites web un par un. C'est absurde quand on y pense aujourd'hui. Essayer de classer à la main les milliards de pages d'Internet. C'était un travail de Sisyphe, totalement incapable de passer à l'échelle. Et Google faisait l'inverse avec son PageRank. Google, c'était de la pure mathématique. L'algorithme mesurait l'autorité d'une page par le nombre de liens qui pointaient vers elle. Un vote démocratique automatisé. Infiniment plus précis et scalable. Pendant que Yahoo épuisait ses employés, Google organisait la connaissance humaine en silence. Et cette asymétrie a détruit leur modèle publicitaire. C'est la fuite des annonceurs. Ah oui, la fameuse cécité aux bannières. Sur Yahoo, tu venais lire tes mails, tu n'avais pas l'intention d'acheter, donc ton cerveau ignorait les immenses bannières clignotantes. Exactement. Et en l'an 2000, Google lance AdWords. Le coup de génie, c'est l'intention. Quand tu tapes « acheter appareil photo », c'est que tu veux acheter. L'annonce discrète ne t'interrompt pas, elle t'apporte la solution pile au bon moment. Les statistiques ont été d'une violence inouïe pour Yahoo. Le taux de clic, le fameux CTR, était 10 fois supérieur chez Google, c'est ça? 10 fois supérieur en moyenne, oui. Donc l'intégralité des budgets des grandes marques a migré vers Google. Et privé de cet oxygène financier, Yahoo n'avait même plus les moyens de rattraper son retard technologique. Le cercle vicieux implacable. Ce qui nous mène au champ du cygne. La dernière chance entre 2012 et 2016. Le conseil d'administration joue son va-tout et débauche Marissa Mayer de chez Google. Avec une aura de sauveuse absolue. Et un package de plus de 100 millions de dollars. Sa mission était titanesque, réinventer la culture de Yahoo. Elle a essayé, hein ? Elle a lancé des applis, repensé le design. Et surtout, elle a acheté Tumblr pour 1,1 milliard en 2013 pour rajeunir la marque. Mais ça s'est heurté au mur de la dette technique. Intégrer une plateforme agile et jeune dans une bureaucratie lourde, c'est un choc culturel destructeur. Tumblr n'a jamais pu sauver le moteur de recherche. Non, l'effort financier était énorme, mais tu ne peux pas acheter l'attention organique. Le timing était dépassé de plusieurs années. Une fois que la confiance des utilisateurs est perdue, aucune campagne de relations publiques ne peut te sauver. C'est la règle cruelle du numérique. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au final? Si on fait le bilan des rapports de Block News, ça donne le vertige. Ah oui, les chiffres sont terribles. Une valorisation de 125 milliards en 2000, des occasions de racheter Google pour des miettes, l'opportunité d'avoir Facebook, une porte de sortie à 45 milliards avec Microsoft, et tout ça pour finir démantelé et vendu à 4,8 milliards. Et rayé de la carte. Pendant ce temps, Google vaut 2000 milliards et Facebook 500 milliards. La véritable leçon de tout ça, elle dépasse l'histoire de Yahoo. C'est la compréhension du timing stratégique. Le timing, c'est tout. Dans la tech, c'est l'ultime variable. Ce qui a tué Yahoo, c'est que leur refus historique était dicté par la peur. La peur de mal faire. La peur de paraître faible, la peur de dépenser des sommes folles, la peur de détruire le portail. La peur de sacrifier ce qui marchait hier pour parier sur demain. Les entreprises qui survivent ont le courage d'agir à la seconde exacte où la fenêtre s'ouvre. Le temps le pardonne jamais. C'est fascinant et un peu effrayant. Ce qui m'amène à une dernière réflexion pour ceux qui nous écoutent. Si la survie dépend du courage de détruire sa propre identité au bon moment, Oui. est-il possible que certains des géants actuels de la tech, ceux qui semblent intouchables aujourd'hui, portent déjà en eux ce syndrome Yahoo, sans s'en rendre compte? C'est une excellente question. Sous leur vernis financier, leur incapacité à s'autodisrupter prépare peut-être en silence la prochaine chute vertigineuse? Une pensée qui donne vraiment à réfléchir.